Et écoutez, nous allons pouvoir ouvrir ce conseil. Tout le monde a reçu les rapports, bien entendu. Tout d'abord, je vais remercier Patrick Desroches de nous accueillir dans sa salle. Est-ce que tu as un mot à dire, Patrick? Très rapidement, cette fois il fait chaud dans la salle. C'était important. Et la prochaine fois qu'on viendra virer, on boira un coup, j'espère. Bienvenue à Viret. Bon, je ne vais pas vous présenter Viret, je pense que tout le monde connaît. Enfin, si je vais peut-être pour les nouveaux. Pour les nouveaux, je vais y arriver. Je vais vous présenter Viret très rapidement, sans prendre trop de temps. Donc Viret, c'est une commune de 1196 habitants. 1196 habitants sur une superficie de 1228 hectares. J'arrive. Voilà. Donc de 1128 hectares, donc 350 hectares sont plantés en vigne. 215 sont situés dans la zone délimitée de l'appellation d'origine contrôlée directe laissée et 135 en macron-village et macron-blanc. 29 exploitations viticoles sont installées sur notre commune. 13 sont des propriétaires indépendants qui produisent leur nectar dans leur domaine et 16 adhèrent à la cave coopérative de Viret. Côté artisanat, ce sont 20 entreprises qui œuvrent sur notre commune et tous les corps de métier sont représentés. Côté industrie, l'entreprise Jousseau qui œuvre dans le domaine de la mécanique générale, dont le siège social est situé à Viret, emploie 200 personnes sur 4 sites, dont 80 à Viret. Côté commerce, la commune a acquis et rénové les bâtiments commerciaux au centre du village. À ce jour, 9 commerces sont en place dans les nouveaux bâtiments, soit environ 15 emplois. Côté scolaire, 156 élèves fréquentent le groupe scolaire René Boudier. René Boudier qui sont répartis en 7 classes, dont 2 maternelles et 5 élémentaires. 33 élèves proviennent de Fleurville, 3 de Burgy et 1 d'ici. Côté intercommunalité, sur la commune, nous avons le multi-accueil, le centre de loisirs et la zone artisanale Viret-Fleurville qui est en plein développement. Alors, merci pour votre présence à Viret. Merci Patrick. On a retenu la proposition pour le prochain conseil qui tiendra ici. J'espère qu'on pourra et vivement qu'on puisse. Bien, merci. Bien, il reste à désigner un ou une secrétaire de séance. Patricia, tu es en charge? Merci, tu as un micro? Parfait. Donc je vais procéder à l'appel. Alors, Monsieur Bachelet. Présent. Monsieur Bellinier. Présent. Monsieur Bergman. Présent. Monsieur Charnet. Monsieur Charpie-Puget, représenté par Karine Rattez. Monsieur Chervier. Présent. Madame Clément, oui. Monsieur Curtil. Présent. Monsieur Desroches. Présent. Madame Drevet. Présent. Monsieur Dumont, C. Présent. Monsieur Dumont, M. Présent. Monsieur Farama. Présent. Madame Gabriel. Monsieur Galéa. Présent. Monsieur Gourland. Présent. Madame Husson. Monsieur Yoss. Présent. Monsieur Jaillet. Monsieur Jaillet. Ah, pardon. Madame Lefron. Monsieur le maire du Posé, pouvoir Monsieur Sébastien Curtil. Madame Martins. Madame Mermet. Monsieur Meulien. Madame Pajot. Monsieur Père. Monsieur Perret. Monsieur Perusset. Monsieur Petit. Monsieur Pain. Madame Prudent. Monsieur Raguet. Monsieur Raveau. Présent. Madame Saint-Hilary. Monsieur Sangois, pouvoir Monsieur Stéphane Jaillet. Madame Simoulin, pouvoir Monsieur Jean-Paul Pin. Monsieur Staube. Monsieur Talmet, pouvoir Monsieur Jean-Pierre Charvier. Monsieur Thiélan. Monsieur Varin. Monsieur Vaux. Bien, merci. Alors, avant d'attaquer l'ordre du jour,
Monsieur Charnet arrive. Monsieur Charnet arrive. Bonsoir. Alors, je vais vous demander si vous êtes d'accord pour valider donc, le PV du précédent conseil qui s'était tenu le 17 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Bien, adopté, merci. Ensuite, ordre du jour et rapport numéro 1 qui concerne les finances et donc va être présenté par Guy Perret. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit de valider le tarif des badges d'accès aux équipements de la communauté de communes. La communauté de communes a mis en place un système d'accès par badge indicatif aux bâtiments intercommunaux. C'est un système qui permet de gérer le flux de personnes. C'est un système modulable et paramétrable qui permet de définir des autorisations d'accès individuelles et des plages horaires. Ces badges seront remis au personnel de la communauté de communes et aux locataires des espaces intercommunaux. Il est donc proposé qu'en cas de perte ou d'incapacité de restituer le badge, de fixer la somme de 15 €. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je pense que vous êtes de plus en plus habitués à la mise en place de systèmes d'ouverture automatique et contrôlable par badge des accès aux bâtiments intercommunaux, ce qui permet de limiter les entrées des personnes non autorisées notamment, et d'être assuré que les portes sont toujours fermées. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Et nous allons passer au vote. Qui souhaite s'abstenir? Votez contre? Bien. C'est adopté, merci. Rapport suivant. Les attributions de compensation provisoire. Libéré toujours. Oui, donc il s'agit du montant des attributions de compensation provisoire pour 2021, attribution de compensation donc, envoyée aux communes. Donc le montant proposé est identique pour chaque commune au montant des attributions de compensation définitives de l'année précédente. Donc c'est sur cette base que les attributions provisoires sont proposées pour 2021. Ces attributions deviendront ultérieurement des attributions définitives et éventuellement pourraient être modifiées compte tenu des conclusions des travaux de la CLECT qui a tenu récemment sa première réunion de reprise de ses travaux. Bien, merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Marie-Thérèse? Lors de la dernière réunion, j'avais demandé aussi d'avoir un tableau qui précise à chaque commune le montant qui lui est attribué, parce qu'on va terminer en définitive de l'attribution de l'État. Je voulais savoir dans quel délai on pourra l'avoir. M. Perret m'avait répondu partiellement la dernière fois en disant qu'il était en cours. Bon, je pense qu'effectivement, un personnel est effectivement un peu débordé actuellement, mais voilà, je voulais savoir quand est-ce qu'on peut l'avoir. D'accord. Si je comprends bien la demande, il s'agit d'avoir depuis, à l'origine depuis 2017, d'après le montant de la première attribution de compensation qui avait été fixée à ce moment, puis des évolutions qu'il y a pu y avoir depuis, savoir, pouvoir donc justifier du cheminement qui conduit à l'attribution de compensation, alors provisoire encore aujourd'hui, mais qui est appelée aujourd'hui, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est une demande à laquelle, bien sûr, on va satisfaire, qui intéresse toutes les communes. C'est en cours d'établissement, on l'a pas, c'est pas fini parce qu'on est en train de travailler sur les budgets, mais je pense qu'on va pouvoir faire ça sous un mois à peu près. Enfin, je ne veux pas trop m'avancer parce que les périodes sont encore bien chargées, mais on va le faire et chacun pourra donc suivre ça, c'est important. Oui, les éléments sont tout à fait disponibles pour expliquer l'évolution des attributions de compensation. Et si on le décide ainsi, on pourrait très bien présenter le résultat des travaux pour le prochain conseil.
Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, eh bien, nous allons pouvoir passer au vote. Qui souhaite s'abstenir? Voter contre? Bien, eh bien, donc c'est adopté. Les attributions de compensation provisoire sont donc reportées. Merci. Ensuite, rapport numéro 3, ressources humaines. Bon, je crois que vous avez sans doute quasiment tous l'habitude de voter ça en ce moment dans vos propres conseils. Il s'agit donc des missions au centre de gestion, Patricia. Oui, alors donc le centre de gestion de Saône-et-Loire, vous le savez, assure pour le compte des collectivités des missions obligatoires prévues par la loi, donc la gestion des carrières par exemple, vous l'avez tous dans vos communes. Au-delà de ces missions obligatoires, le centre de gestion se positionne en tant que partenaire ressources humaines pour l'exercice d'autres missions dites optionnelles. Et le centre de gestion propose ainsi une convention cadre, ça a été proposé aussi dans toutes les communes, permettant donc sur demande expresse de la collectivité de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin. Alors il s'agit bien de demandes qui sont faites par la collectivité à sa seule initiative et qu'elle elle-même détermine, ce n'est pas une obligation. Alors c'est une convention cadre qui nous est proposée, qui est faite pour 5 ans, du 1er mars 2021 au 30 juin 2026. Donc c'est un renouvellement classique que la communauté de communes vous propose de signer. Voilà, avez-vous des questions? Non? Vous êtes tous très habitués à cette délibération. Écoutez, on va passer donc au vote. Donc l'article 1, adhérer à la convention cadre d'adhésion aux missions optionnelles du centre de gestion avec effet au 1er mars 2021. Qui s'abstient? Qui vote contre? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Article 2, autoriser l'autorité territoriale à signer la convention cadre avec le centre de gestion. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci à nouveau. Rapport suivant. Ça concerne l'environnement. 3 rapports qui vont se suivre. Et le premier dans la détermination des tarifs de dépôt des professionnels au sein des déchetteries. Et c'est Philippe Bellinet qui nous présente cela. Oui, bonsoir. Donc il s'agit pour ce rapport 4 de vous inviter à fixer les prix pour les professionnels, sachant que nous avons 2 déchetteries avec des systèmes différents. À Tournu, il y a un pont bascule où on peut peser au kilo près les matériaux, et à Péronne, il n'y a pas de pont bascule, donc c'est une estimation du volume. Donc on va parler des 2 cas de façon différente. Pour Tournu, eh bien, enfin, pour les 2 déchetteries, on a constaté une augmentation sensible des coûts des transports, enfin de nos prestataires, d'une part, et d'autre part, une augmentation des tarifs qui vont à Chény concernant les encombrants. Donc, cette augmentation pour les professionnels n'avait pas été faite depuis 3 ans, donc il est plus que temps, au 1er janvier de cette année, de réactualiser les tarifs. Alors, pour Tournu, bon, eh bien vous avez après le rapport, juste derrière le rapport, vous avez un tableau pour la déchetterie de Tournu avec en avant-dernière colonne le prix payé précédemment et le prix proposé pour 2021, c'est-à-dire actualisé, par type de déchets. Et donc, par exemple, les encombrants pour les professionnels à Tournu étaient autrefois à 180 € la tonne et seront facturés à partir de 2021 à 209 €. Voilà. Donc ça c'est le premier tableau, c'est une actualisation de nos coûts. Donc vous verrez, il y a des petites augmentations, des légères diminutions, c'est assez rare. Voilà. Et puis il y a un cas particulier, c'est les déchets dangereux, on ne peut pas les peser à la tonne, c'est au kilo. Sachant que pour chaque volume, nous avons un ratio qui a été donné par les autorités compétentes, un ratio entre le volume et la tonne. Donc ça c'est pour Tournu, ce qui est le cas simple. Le cas le plus compliqué, c'est celui de Péronne. À Péronne, on avait précédemment un tarif,
observez sur le troisième tableau, déchetterie de Péronne, l'avant-dernière colonne, nous avions un prix au mètre cube de 10 €. Et en fait, quand on voit par exemple les encombrants, on payait 82 € le mètre cube. Et donc en fait, on a eu un déséquilibre, en supposant que le volume apporté par les professionnels est le même, on avait un déséquilibre payé par la commune, par la communauté de communes, de plus de 8 000 €. Donc ce que l'on propose pour Péronne, c'est de modifier le mode de tarification. C'est-à-dire que ce n'est pas 10 € le mètre cube pour tous les types d'encombrants ou les types de déchets, mais c'est de l'adapter à chaque déchet. Ainsi, vous avez en dernière colonne la proposition qui est faite et qui correspond à ce que nous coûte pour un même volume ou un même tonnage, et ce que nous coûte à la collectivité. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette tarification des professionnels? Eh bien, dans ce cas-là, on peut peut-être passer au... Oui, alors une précision, je vous rappelle que le nouveau marché, donc, j'en avais parlé en son temps, qui vous a été, que nous avons signé pour les prestataires traitant l'enlèvement et le traitement des déchets a augmenté globalement, puisqu'il s'agit de transport et de traitement de 14%, ce qui représente sur un montant de 500 000 €, 72 000 €. Et donc il s'agit là, je vais dire simplement, du report de cette augmentation sur les tarifs pratiqués, sachant que en fonction des tarifs qui nous ont été fixés par ces prestataires, ils augmentent de plus ou moins en fonction des déchets. Et c'est pour ça qu'on a certaines lignes où les coûts sont en augmentation et d'autres qui sont en diminution. Voilà, c'est une simple projection et recalcul de ces coûts. Voilà. Pour ce qui concerne donc Péronne, eh bien, il reste la possibilité pour les professionnels également, je le signale, d'apporter leurs déchets à Tournu où il y a un pont bascule qui permettra donc de peser avec certitude leurs apports. Est-ce que vous avez des questions? Le nombre de professionnels qui ont demandé une carte magnétique, on a le pourcentage par rapport au nombre de cartes que l'on a pour communiquer, comme les gens ont demandé, mais comme on vient de commander des cartes, Oui, avoir le nombre de professionnels par rapport au particulier. Alors comme on en délivre encore un peu, on n'a pas fait statistique encore. Mais on note, j'avais dû vous le dire, mais je ne sais plus, mais je le redis sinon. On tablait sur 6 000 cartes délivrées sur le territoire, correspondant à peu près 6 000 foyers. On en est à 4 800 pour les particuliers, et après les professionnels, c'est nettement plus petit, on n'a pas encore atteint les 6 000 cartes. Mais on a toujours des gens qui viennent sans carte, donc on les renvoie immédiatement à la Comcom où il peut leur être délivré une attestation certifiant qu'ils sont bien venus demander une carte, ce qui leur permet de retourner quand même tout de suite à la déchetterie sans retourner chez eux avec leurs déchets. Mais enfin, il y en a très très peu maintenant, ça commence à se terminer. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Personne. Qui vote contre? Personne. Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et ensuite, rapport numéro 5. Voilà, et ben on revient sur les cartes. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont perdu leur carte. Voilà, ils l'avaient perçu, sans se servir de quoi, donc bon, c'est pas très grave. Donc ce qui avait été convenu au départ, c'est que la carte était donnée par la communauté de communes, et qu'en cas de perte, elle était, et c'est marqué dessus, qu'il pouvait en racheter une. L'ancienne est désactivée, la nouvelle est en fonction, et elle coûte 5 €. Par ailleurs, il y a des professionnels qui ont plusieurs véhicules,
et qui ont demandé s'ils pouvaient disposer de plusieurs cartes de professionnels. Et donc, la proposition qui est faite, c'est que la première est offerte et les autres sont 5 €. Voilà. Donc c'est assez rapide comme délibération, mais il est nécessaire que ce soit vous qui décidiez. Ou pas. Donc, oui, donc je précise hein, que ce système de programmation des cartes magnétiques permet bien entendu, lorsqu'on nous signale la perte d'une carte, de les désactiver, ce qui éviterait à certains d'en commander plusieurs en pensant qu'ils pourront en avoir plusieurs à disposition pour d'autres membres de la famille ou des cousins éloignés. Parce que nous, ce qui nous embête, c'est pas d'avoir plusieurs cartes, mais c'est que ce soit des personnes qui ne soient pas sur notre territoire qui viennent dans nos déchets. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Merci. Rapport suivant, Philippe. Alors ça, c'est un morceau un peu plus long, c'est le règlement d'accès aux déchetteries, l'ancien remonte à 2018. Et si vous voulez, il y a eu quelques évolutions. Alors, ce que je vous propose, c'est pas de vous lire le règlement, parce qu'on aurait pas un petit moment, c'est de vous dire ce qui a changé. Donc, si vous avez le règlement sous les yeux, voilà, l'article 2 parle essentiellement des horaires, donc ça, il n'y a pas de changement. Par contre, dans les déchets acceptés, on a rajouté qu'on prenait les pneus VL uniquement et sans jantes, parce que c'est ça, notre prestataire ne prend que des pneus de VL. Voilà. Par contre, ce qui est dans les déchets interdits, on a rajouté quelques essentiellement des encombrants. Par exemple, les fosses septiques ou les cuves qui sont supérieures à 50 litres. Si on voit y arriver des cuves à mazout, il y a pas des choses comme ça. On peut les prendre si elles sont découpées. Voilà. Dedans, qu'est-ce qu'il y a? On ne prend pas dans les végétaux, on ne prend pas de souche d'arbres. Voilà. Bon, donc on le précise. Et comme ça, on le dit gentiment aux gens qui arrivent avec des encombrants un peu encombrants. Voilà. Ensuite, ce qui est vraiment particulier dans ce règlement, c'est le 2.5, les conditions d'accès à la déchetterie, parce que maintenant, il y a les cartes d'accès obligatoires, et cette carte peut être valide. Et on a suffisamment parlé de ces cartes. La proposition qui est faite, c'est de limiter le nombre de passages par année et par foyer à 30 passages. Sachant qu'une moyenne sur d'autres territoires où ce qu'on a constaté, nous, c'est une douzaine de passages. Donc ça, c'est un point qui est quand même un peu spécifique pour les professionnels. On a, vis-à-vis en particulier de certains déchets, type plâtre ou autre, il y a des professionnels qui, sachant qu'ils n'ont pas de quantité limitée jusqu'à maintenant, amenaient un camion complet et remplissaient un conteneur en 2 heures, ou même pas. Donc en fait, les particuliers ne pouvaient plus accéder au service. Donc ce qu'on a demandé, c'est de limiter les professionnels à une demi-tonne. Ensuite, ce qui est nouveau, c'est que certains entreprises, artisans ou professionnels, ou quelquefois des particuliers, mettent des sacs dans des conteneurs particuliers, et dans ces sacs, il y a tout. Et ce qui fait qu'on peut se faire refuser le conteneur. Donc ce qu'on écrit clairement, c'est que l'agent de déchetterie peut et a le droit d'ouvrir le sac et de refuser le sac s'il n'est pas trié. Voilà, ça vous paraît du bon sens, mais malheureusement, si on l'écrit, c'est qu'on a le cas. Ensuite, on le retrouve au point 2.8, la séparation des matériaux, c'est un peu la même chose. Si jamais il y a un sac qui a des déchets différents, c'est à l'usager de
c'est pas à l'agent de déchet. Voilà. Voilà, donc, et sinon tout le reste, c'est l'ancien règlement. Voilà, alors est-ce que sur le règlement de déchetterie, ce qui a été nouveau, c'est de rajouter quelques autorisations, quelques interdictions, et puis ça a été d'inclure le système à carte, et il y a aussi une autre particularité que je n'ai pas mentionnée, c'est que d'habitude dans le règlement il y avait des tarifs des professionnels, et les tarifs des professionnels on a décidé de les mettre en annexe. Comme ça le règlement est obligé de le changer à chaque fois qu'on change les tarifs. Voilà. Et en fait c'est le vote précédent qui fait foi pour les tarifs des professionnels. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Ce nombre de 30 fois qui a été fixé, monsieur le juridique, il y a des gens quand même qui font une fois, ça peut limiter par Le temps que la question, enfin Philippe n'a pas entendu, je vais donner. Ça va mieux là? Oui. Donc, je me demandais juste comment était fixé ce nombre de 30 fois par an comme limite pour les particuliers, parce que d'une certaine façon, j'imagine que ça va pouvoir bloquer des gens qui sont déjà en bonne foi. Par exemple, des gens qui font des travaux dans leur maison et qui, une année en particulier, vont avoir besoin de venir souvent. C'est juste cette question sur ce nombre-là qui... Est-ce qu'on est certain qu'il n'y aura pas bloqué des gens avec cette limite? Dans les communautés de communes environnantes, c'est 10 par an. Et donc on n'a pas voulu justement empêcher le mécanisme d'amener la déchetterie, en particulier ceux qui font les travaux, mais une personne qui a à passer à la déchetterie, elle vient une fois par mois. Et si elle fait des travaux, c'est logique, elle doit peut-être 3 fois par semaine, mais elle ne doit pas le faire ça pendant un an. Voilà, alors, si je peux donner un complément d'information, effectivement, c'est un nombre de passages, on a souhaité en fixer une limitation. Par rapport à beaucoup de déchetteries environnantes, on est bien au-dessus. On observe, bien entendu, il ne s'agit pas de faire la chasse aux personnes qui sont de bonne foi et qui ont des apports plus nombreux qu'habituellement ou que ce qu'on peut constater. Mais là, ce règlement a été toiletté, comme vous l'avez constaté déjà. Je pense qu'avec la mise en place des cartes d'accès, il sera amené à être encore toiletté, peut-être l'année prochaine ou un peu plus tard. On se rend compte d'ores et déjà que des particuliers qui viennent avec des camions bennes, enfin, vous savez, les plateaux, les camions à plateau, passent 10 fois par jour. Presque tous les jours. Alors, les 30 passages seront atteints dans la semaine. Hein. Alors, c'est plutôt ces cas qui sont visés parce que là, on peut douter qu'il s'agit d'une activité habituelle de réparation de sa maison. Voilà. Si c'est un particulier qui vient 30 fois dans la semaine pour cette raison, on verra, on peut en tenir compte. Et là, le suivi de la fréquentation de cette personne grâce aux cartes permettra de voir s'il reprend un usage habituel. Mais on a vraiment affaire à des gens qui, visiblement, ne font pas que retaper leur propre maison. Oui, Gaël. On va te donner un micro. Non, j'ai dit juste qu'il serait peut-être possible d'autoriser au-delà de 30 passages, mais de le rendre payant, en fait. Ça peut être une solution, on va étudier ça. En fait, encore une fois, la mise en place de ces cartes va nous permettre de nous donner des informations, d'en tirer une analyse des statistiques, de voir ce qui peut être mis en place la meilleure solution. Quoi, hein. Mais bon, autant on est un service qui est bien sûr offert à nos concitoyens, autant il faut qu'il soit limité au bon usage de nos citoyens.
d'autant qu'on verra, mais ça fera l'objet d'autres débats, on verra certainement assez prochainement le coût que représente le service environnement pour la collectivité et son évolution dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je pense que 30 pour revenir sur le nombre, ça me paraît déjà un nombre assez important. Ce sont nos habitudes de fréquentation, c'est déjà un peu élevé, assez élevé, me semble-t-il. Bien sûr, il y aura peut-être un cas de temps en temps qui est dépassant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Je propose de mettre la mise en place de ce règlement au vote. Donc, qui s'abstient? Une abstention. Qui vote contre? Pas de vote contre. Donc, rapport adopté, merci. Ensuite, il s'agit de l'attribution du marché de l'aire de glisse. Donc, Julien, s'il te plaît. Oui, alors ça concerne donc le remplacement du skatepark par l'aire de glisse. On a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. On rappelle qu'on avait donc inscrit au budget 2020 une somme de 146 000 € pour ce projet, qu'on a obtenu de la région de Bourgogne une première aide de 20 000 € et à titre d'information complémentaire, on va faire une deuxième demande de subvention auprès de la DETR, puisqu'on était éligible sur ce dispositif qui pourrait nous permettre d'obtenir 35% du montant du projet au titre de la DETR. Donc l'appel d'offres a été conduit, il y avait un seul lot avec une offre de base et donc 3 prestations supplémentaires éventuelles. On a eu 14 dossiers téléchargés, 3 offres ont été réceptionnées, jugées plus valides et plutôt de bonne qualité puisqu'elles étaient techniquement conformes et elles étaient toutes incluses dans l'enveloppe prévisionnelle. Les critères de jugement étaient sur le prix à 60% et à la valeur technique à 40%. Et donc il est assez naturellement proposé de retenir l'entreprise ayant obtenu la note la plus élevée. En l'occurrence, c'est une société de gare, l'entreprise E2S Compagnie, qui nous a fait donc une proposition au total donc à 129 288 € TTC, qui se décompose donc d'une offre de base à 125 916 € TTC. Et on vous propose de retenir seulement 2 prestations complémentaires sur les 3. La prestation complémentaire numéro 2 concernant la fourniture et la plantation de la haie végétale pour 2 220 € hors taxe TTC et la prestation numéro 3 d'engazonnement des abords à 1 152 € TTC. Celle qui n'a pas été retenue pour votre complète information, c'était celle des fournitures des bancs notamment et des tables à mettre aux abords qui nous paraissaient un petit peu trop élevées et sur lesquelles on aura l'occasion de réfléchir une fois que le projet sera bien engagé. Merci Julien. Est-ce que vous avez des questions? Un sujet dont on a déjà traité, qui avait été voté il y a plus d'1 an, me semble-t-il. Donc vous êtes invité à vous prononcer pour désigner l'entreprise retenue et nous permettre de solliciter l'État pour un soutien au titre de la DETR. Oui, juste une question néophyte. Il n'y avait pas d'entreprise des environs? Non. Non. Pas d'entreprise spécialisée sur notre territoire. Voilà. Donc pour le vote, qui s'abstient? Qui vote contre? Il y a adopté l'unanimité, merci. Ensuite, rapport numéro 8, il s'agit d'économie et d'attribution des aides dans le cadre du Fonds régional des territoires, dont on vous a aussi bien sûr parlé, on a déjà voté son principe. Et les premières demandes sont tombées déjà depuis quelques semaines et ont été instruites. Donc Patrick, je te laisse nous en parler. Donc, je rappelle le Fonds régional des territoires. Donc, c'est une aide que nous avions votée pour aider les entreprises de notre territoire. Il n'y a plus de jus.
Si, on t'entend bien. Mais... Non, mais il n'y a plus de batterie. Je vais l'en recharger tout à l'heure. Merci. Donc c'est un fonds qui était destiné aux petites entreprises de notre territoire de moins de 10 salariés. Donc c'est un fonds qui était destiné à aider pour les investissements et les remboursements d'emprunts, des emprunts qui dataient de 2018, au plus tôt. Donc c'était un fonds de 125 900 € cofinancé par la région et un comité de communes. Donc depuis le 26 novembre, nous avions reçu 19 dossiers. 17 dossiers, pas 19, vous avez 19 sur les rapports, mais c'est 17 dossiers qui ont été instruits. Donc il y avait 5 dossiers qui n'étaient non éligibles parce que les emprunts dataient de 2017. Donc c'était des investissements en crédit bail, des choses comme ça. Donc 5 dossiers n'étaient pas éligibles et un dossier était en attente de précision. C'était une micro-entreprise, dont on n'avait pas tous les éléments. Donc sur les 11 dossiers, donc le comité de pilotage s'est réuni la semaine dernière. Sur les 11 dossiers, 10 ont reçu un avis favorable et un nécessite encore des éléments supplémentaires. Donc aujourd'hui, nous vous proposons les 10 dossiers, donc pour un montant de 34 357 €. Voilà. Donc vous avez le détail des entreprises sur le rapport. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à toutes ces entreprises ou ces fonds que nous avons? Donc je rappelle, c'était un fonds d'aide aux entreprises. Voilà, et j'ajouterais plus particulièrement, ou tout particulièrement porté sur la relance de l'économie. Donc ce n'étaient pas des aides destinées à soutenir des entreprises en difficulté, ce qui n'est pas possible, ou à les aider dans des périodes où ils ne pouvaient pas exercer leur activité, mais véritablement à les aider à investir ou à rembourser leurs emprunts récents qui avaient comme origine un investissement, de façon à leur permettre ensuite de réinvestir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce fonds, ces aides? Juste pour information, depuis la dernière réunion du Covid, il y a 4 nouveaux dossiers qui ont déjà été inscrits. Voilà, donc écoutez, pour l'instant, c'est une affaire qui marche, comme on dit. Espérons que notre économie s'en trouvera mieux, mais bon, bien entendu, il s'agit que d'entreprises de territoire. Voilà. Est-ce que, non, pas de questions? Bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui désire s'abstenir? Votez contre? C'est adopté, merci. Ensuite, rapport suivant, vente d'une parcelle dans la zone d'activité de Préti. Patrick, je te laisse la parole. Donc voilà, donc sur la zone d'activité de Préti, il reste un terrain propriétaire de la communauté de communes de 91 mètres carrés. Donc la CI Orela s'est proposé de racheter ce terrain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la CI Orela était déjà propriétaire d'un terrain sur cette zone qu'elle a vendue. Et aujourd'hui, elle souhaite racheter ce terrain pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire construire un bâtiment d'environ 450 mètres carrés et pour lequel elle propose à la location. Donc aujourd'hui, sur cette SCI, sur la zone artisanale, sur la zone d'activité de Préti, donnait complètement satisfaction. On n'avait pas du matériau qui traînait partout, c'était propre. Donc on a fait le point avec Xavier pour savoir s'il était favorable à la vente de ce terrain à la SCI Orela. Donc il nous a donné son accord. Et aujourd'hui, on propose de le vendre à 6,55 €. C'est le prix de vente qu'aujourd'hui, qui a été appliqué aussi sur la zone artisanale, sur la zone de l'Accro. Donc c'est pas le dernier terrain, mais c'est un terrain qui était enclavé entre deux autres. Donc c'est vrai que c'est compliqué à vendre. Oui, parmi les tout derniers terrains qui existent sur cette zone. Est-ce que vous avez des questions?
Non. Eh bien, passons au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Merci. Ensuite, deux rapports sur le tourisme. Julien. Oui, donc le premier rapport concerne la randonnée avec une proposition donc, de demande de subvention. Comme vous le savez, on coopère avec nos voisins entre Saône et Rhône pour la gestion des sentiers de randonnée. Et l'audit qui a été fait a montré que par rapport à tout ce qui avait été mis en œuvre au titre des balades vertes au sein des différentes communes dans les années 2000, et pour tenir compte du fait que le Mâconnais-Val-de-Saône, enfin l'ex-Mâconnais-Val-de-Saône, les communes concernées n'avaient pas fait l'objet d'un aménagement de ce type, on a souhaité faire une programmation de renouvellement complet de la signalisation directionnelle et des panneaux de départ. Il y a un estimatif qui a été réalisé pour se mettre en œuvre sur l'année 2021 et l'année 2022. Pour une enveloppe globale estimée à ce jour, ça nécessitera des ajustements d'environ 65 000 €. Et autant dans les années 2000, le département était plutôt généreux sur les balades vertes, puisqu'il prenait assez massivement en charge les investissements, autant aujourd'hui ce dispositif n'est plus aidé directement au type des balades vertes, et donc on a souhaité s'inscrire dans l'appel à projet du département sur l'année 2020, qui devait être répondu au 31 décembre 2020, pour faire un dépôt de demande de subvention, puisque une ligne existait sur les sentiers de randonnée à caractère intercommunal, et qu'on avait la possibilité d'aller chercher jusqu'à 40% dans la limite d'un plafond de dépenses de 65 000 €, soit une subvention maximale de 26 000 €. Donc ce projet a été présenté hier en comité de pilotage Massif Sud-Bourgogne avec les représentants ici présents de notre communauté de communes et puis les représentants d'entre Saône et Rhône. On aura des ajustements à faire sur l'enveloppe globale du projet, mais en tout cas pour permettre de le financer de la meilleure manière possible, on a souhaité donc confirmer ce dépôt de demande de subvention qui sera certainement complété par d'autres demandes de subvention, notamment auprès de la région, pour amoindrir évidemment la facture respective de nos collectivités. Donc il vous est demandé sur ce dossier d'autoriser le président à répondre à l'appel à projet volet 3 sur la thématique développement, promotion, valorisation et attractivité du territoire. Merci. J'ajouterai également qu'à cette réunion étaient associés des représentants de la communauté de communes du Clunisois qui devraient normalement venir intégrer les participants à ce projet qui nous a été présenté hier soir, qui, par rapport à l'existant, va quand même changer un petit peu la physionomie en termes de signalisation de ces chemins de randonnée, en mettant en place des poteaux indicateurs qui seront quand même très qualitatifs. Il y a également un projet qui est accompagné dans l'investissement de tout ce qui est mis en place de systèmes numériques pour permettre aux randonneurs de se repérer, signalisation, communication, etc. C'est pas mon domaine, mais de ce que j'en ai vu, je pense qu'on a un projet qui est beaucoup plus ambitieux que l'existant, et ça se traduit également, d'où l'association des membres du Clunisois, ça se traduit aussi par une augmentation assez importante du nombre de kilomètres de randonnée. Voilà, je pense que ça vous sera présenté lors d'une autre réunion. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bien, eh bien, passons au vote. Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote contre? Bien, c'est adopté. Ensuite, dernier rapport, renouvellement donc, du classement de notre office de tourisme Mâconnais-Tourné-Jour. Une délibération à vocation administrative, puisque les offices de tourisme font l'objet d'un classement au plan national en 3 catégories, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, en fonction à la fois des aménagements et des niveaux de services garantis au public. Donc c'est Atout France, l'organisme habilité du ministère chargé du tourisme qui opère ce classement.
et qui, ce classement se fait sur la base de 2 catégories de critères, les engagements de l'Office de tourisme à l'égard de ses clients, et puis globalement le mode de fonctionnement de l'Office de tourisme sur sa zone géographique d'intervention, ses missions et les engagements en termes organisationnels. Et donc il nous revient, Conseil communautaire, sur proposition évidemment de l'Office de tourisme, de formuler officiellement la demande de classement auprès du représentant de l'État, en l'occurrence le préfet, dans le département. Donc on a aujourd'hui un office de tourisme qui est classé en catégorie 2, qui correspond au classement un peu normal d'un territoire comme le nôtre, à la fois rural et avec une ville avec une dimension patrimoniale et un nombre de visiteurs important. Ce classement est prononcé pour 5 ans. L'office de tourisme va demander le renouvellement du classement sur la catégorie 2, parce que la catégorie 3 nécessite, là pour le coup, un niveau de service, une taille, un nombre de personnel beaucoup plus important que l'office de tourisme que l'on a aujourd'hui, et classement en catégorie 3 qui nous apporterait pas de plus-value particulière, si ce n'est de nous faire plaisir. Donc, considérant que l'Office de tourisme déposera un dossier de classement catégorie 2 auprès de la préfecture, nous sommes invités à solliciter cette demande auprès du préfet de Saône-et-Loire. Bon, des questions sur le sujet? Non? Bien. Qui s'abstient? Qui vote contre? Bien. C'est adopté. Merci. Donc, nous avons fini avec l'ordre du jour. Dans les questions diverses, je souhaite aborder 3 points. Le premier concerne le coût de fonctionnement du SCIADS. Donc je vais vous donner ces informations. Les tableaux vous seront communiqués dans les jours qui viennent. Pour ce qui concerne donc l'année 2020, l'ensemble des coûts de fonctionnement de ce service s'est élevé à 40 331 €. Il se répartit donc en plusieurs articles. Le premier concerne donc bien entendu le coût de l'agent responsable de l'instruction. Le coût global pour 1693 heures représente 38 465 €, sur un total de 40 331, donc vous voyez que c'est le coût principal. Ensuite, nous avons les coûts de l'agent qui l'aide, qui l'assiste lorsque c'est nécessaire dans l'accomplissement de cette tâche, donc l'agent qui est également dévolu au développement économique, pour 16 heures, 332 €. Ensuite, l'agent d'accueil qui donne également un coup de main à hauteur de 78 heures, ce qui représente 1291 €. Bon, quelques coûts divers, de photocopie, etc. pour environ 200 €, ce qui nous donne un total de 40 331 €. Donc sur la base des tarifs qui avaient été établis en prévision et de façon provisoire pour l'année, il avait été appelé auprès des communes 36 090 €. Il manquait donc 4 241 € pour arriver à 40 331. Ça a été appelé et réglé en début d'année. Voilà. Pour information, il a été instruit 346 actes en 2020 contre 326 en 2019. Donc 346, c'est une grosse moyenne. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a que 20 actes de plus, simplement parce que 2019 avait déjà été très fort. 2021, c'est reparti également sur des bases très importantes. On verra ce que ça donne. Mais là, sur début février, il y a eu un nombre important de dossiers déposés. Pour information, le coût pour 2020 d'un permis de construire, vous savez qu'il y a plusieurs types d'instructions, le permis de construire, certificat d'urbanisme, permis d'aménager, etc. Le prix de l'acte, le référent, le permis de construire qui était à 143 €, donc pour 2020. En prévision pour 2021, ressortirait à 148 €, donc avec une petite augmentation de 3%, pour tenir compte bien entendu de la régularisation qui s'est opérée en début d'année 2021 sur l'année 2020. On est reparti donc sur les mêmes bases d'heures et on arrive provisoirement
un total de 48 115 €, divisé par les 326 actes de 2020, ça donne 148 €, donc, pour un permis de construire, prévisionnel. Voilà. C'est des questions sur le SCLS? Non? Bien, donc le tableau vous sera envoyé. Deuxième point d'information, ça concerne une demande qui nous est faite occasionnellement par des particuliers qui ont des stocks de déchets orientés chez eux et qui ne savent pas comment s'en défaire, en sachant que lorsqu'ils s'adressent individuellement à des sociétés spécialisées, le coût de traitement qui leur est proposé est très important. Donc on s'est renseigné pour savoir si on pouvait, nous, leur proposer un service de récupération de ces déchets de façon occasionnelle et de voir quel serait le coût. Alors, on s'est adressé à plusieurs sociétés. Je vous propose là maintenant l'offre de Bourgogne Recyclage qui, cette société mettrait pour une journée sur la déchetterie de Tournu à disposition une benne, du personnel pour traiter les déchets qui seraient amenés, pour un coût journalier de 4 000 € hors taxe, avec un maximum donc d'une tonne de déchets récupérés. Au-delà, le signal c'est important, au-delà d'une tonne, donc, serait facturé un coût de 300 € hors taxe par tonne. Ce qui veut donc dire que pour une tonne, on paye 4 000 €, pour 2 tonnes, on paye 4 300 €. Voilà. Alors, c'est un service qui sera proposé, bien entendu, ça s'organiserait de la façon suivante. Une fois que la communication serait faite, qu'il y aurait un nombre suffisant de personnes qui seraient intéressées par cette proposition, le coût de celui-ci, plus quelques coûts annexes à déterminer, donc ce sera un peu plus de 4 000 € à voir, on va dire aux alentours de 4 500 €, ça sera divisé donc par le nombre de kilos apportés. Donc s'il y a une tonne, on retombe à 450 € les 100 kilos. Si chacun apporte 100 kilos, ça lui coûtera 450 €. Voilà. S'il n'y a qu'une personne, ça lui coûtera 4 500 €. Bien entendu, là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, cette possibilité d'apport mutualisé pourrait intéresser les personnes. On va le proposer et on va voir les réponses que l'on a. C'est en tout cas une solution qui peut être apportée à des gens qui, pour l'instant, en sont démunis ou bien contre des coûts bien plus importants. Vous avez des questions là-dessus? Bien entendu, les apports devront être faits par les personnes concernées et devront être filmés pour éviter des problèmes aussi bien pour les agents de l'entreprise que pour les personnes elles-mêmes. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Paul. Alors pour l'instant, on a 2 demandes. C'est pas beaucoup, mais ça démontre une chose, que des personnes sont concernées et qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc on va essayer de leur apporter une réponse avant qu'ils aient la mauvaise idée d'aller s'en débarrasser dans un coin perdu, interdit. Et je pense qu'une fois que ça se saura, on risque d'avoir quand même beaucoup plus de demandes. Alors, je parle en plus des demandes qui sont arrivées à la CCNP. Je ne parle pas de celles qui sont adressées directement aux agences de chefferie. Parce que là, il aurait simplement attendu qu'on ne traite pas. Et qu'on ne peut pas. On n'a pas le droit de traiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Alors, dernier point que je voulais aborder. Donc j'ai reçu, mais je crois que la plupart d'entre vous étaient également destinataires, d'un courrier de l'association Vent de Bon Sens, daté du 3 février, qui traite du projet
éventuelle, en tout cas une délibération qui a été prise par le conseil municipal d'Auzenay, autorisant une étude sur la possibilité d'implanter ou non des éoliennes donc, sur la commune d'Auzenay. Ce courrier donc, me demande d'échanger sur ce sujet avec les membres du conseil. Alors, si j'en parle ce soir, c'est pas pour répondre à ce courrier, mais je pense qu'il n'y a pas de raison non plus d'éviter le sujet. J'en ai parlé avec Gilles Petit. Ce que je peux dire, moi, en l'état actuel de mes connaissances, c'est que j'ai eu vent de ce projet par voie de presse, puis également par un courrier qui nous a également été adressé par Gilles Petit, qui expliquait très clairement la démarche et l'intention, sur lequel je ne vais pas me prononcer. Pour ce qui concerne les inquiétudes des personnes de cette association, il y a peut-être d'autres, je les conçois totalement, en l'état actuel en tout cas, je n'ai rien à ajouter par rapport à ce que nous a écrit Gilles Petit. Hein. Si vous avez des bons suivra, bien entendu, l'évolution, on sera attentif, c'est un projet qui concerne beaucoup de nos concitoyens. Voilà, mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Gilles, si tu veux compléter. Oui, ça fonctionne, ouais. Merci à tous, mais non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que vous avez normalement été tous destinataires d'un courrier qui a été rédigé par le conseil municipal, qui reprécise quand même relativement clairement la démarche et l'état actuel du dit projet éolien à Auzenay. Hein. Et puis si encore des personnes inquiètes pour ce que ce soit, qu'elles sachent quand même qu'il n'y a pas de projet véritable, il n'y a même pas eu d'étude de fait. C'était, nous, on a donné suite à un contact qui avait été pris par une société, et voilà. Ce qui est un petit peu regrettable, c'est quand même, on est quand même sensible aux propos qui seront largement diffusés, notamment par une association sur Auzenay, et qu'on a reçus, qui sont pleinement informés de l'état actuel et de tous les éléments, mais qui malgré tout se permettent quand même de diffuser des informations qui sont très loin de la vérité. Voilà. Ça, c'est un souci pour nous. Voilà. Alors, croyez bien que si jamais il devait y avoir une suite qui sera proposée par la société qui est censée réaliser une étude, tout le monde sera informé, nous les premiers, j'espère, et puis on verra pour la suite. Voilà. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter, appeler à la mairie ou appeler, aucun souci là-dessus. Voilà. Merci. Est-ce que certains ont des questions à poser sur ce sujet? Non. Très bien. Dernier sujet que j'allais oublier. Comme vous le savez, le PETR donc, est en phase d'élaboration du SCOP, du schéma de cohérence territoriale. Ils doivent donc activer les débats et les rencontres dans les communes. Alors, comme je crois que ça représente 114 communes sur le territoire, des 4 intercommunautés qui composent donc ce syndicat, ils proposent de faire des regroupements. Ils vont donc venir présenter, échanger avec nous lors de la réunion de bureau du 6 mai prochain. Alors, vous pouvez bien noter donc, dans vos agendas. Ça, c'est donc au niveau de l'EPCI. Et ensuite, il propose, il n'y a pas de date encore de prévu, sauf pour Tournu, où la date est déjà arrêtée, il propose de faire des réunions qui regroupent, alors regroupées par commune, ils ont fait une proposition, bon, si ça vous convient, j'ai pas d'opposition à apporter. Il propose ensuite de réunir, donc en une seule fois, alors, à date et endroit précisé, les communes de Lacroix, Préty, La Truchère, Le Villard, Farges-les-Mâcon, Buchisy. Ensuite, une autre réunion proposée réunissant La Chapelle-sous-Brancion, Martailly-les-Brancion, Royer, Auzenay et Plotte. Ensuite, Cruzy, Grévilly, Chardonnay, Luny, Burgy, Bissy-la-Mâconnaise, Saint-Jean-Baud-de-Cissé. Et enfin, Montblé, Viré, Plessé, Fleurville, Saint-Albin. Donc ils viennent, ils sont munis également de matériel d'exposition et de casques virtuels dans lesquels ils présentent les phases
les phases d'élaboration du SCOT, hein, ce qui permet d'échanger aussi bien avec les élus qu'avec la population qui serait présente. Vous avez des questions? Non. Alors, donc, pas de date de prévu encore pour les réunions entre les communes. Seul avec Tournus, ça a déjà été arrêté, hein, je crois. Ouais. Juste peut-être en complément, j'ai eu un appel de Marc Dumont au sujet du risque d'incompréhension des habitants finalement entre la démarche PLUI et la démarche SCOT. C'est vrai que déjà le PLUI c'est pas facile à comprendre parce qu'il y a le PADD, il y a, bon, et puis il y a le SRADET dont ils ont aussi un petit peu entendu parler, maintenant il va y avoir le SCOT. Malheureusement, il y a un risque de confusion, hein, ça c'est vrai, tu as raison Marc, mais il n'y a pas moyen de ralentir ni le SCOT ni le PLU, hein. Il faut qu'on avance sur le PLU, le PETR, il y a 114 communes, alors il y a moyen de décaler éventuellement les réunions qui sont prévues si un groupe de communes, mais c'est compliqué, hein, parce qu'ils réunissent une dizaine de communes à chaque fois, toutes les communes n'ont peut-être pas être d'accord pour repousser la concertation. Moi, je pense que bon, il y aura des questions, il faudra expliquer ce que c'est le SCOT et comment il s'impose au PLUI et le mener en parallèle. C'est un peu malheureux hein, comme concomitance, mais je ne vois pas comment on peut faire autrement que ça. Moi, je suis très sceptique, par contre, sur les rencontres en public, parce que la loi d'urgence nous interdit de faire travailler des citoyens. Hein. Normalement, on ne peut pas réunir le public aujourd'hui, on peut tenir que des réunions de travail et des réunions d'organes délibérants pendant la période après le couvre-feu. Et en journée, c'est que des réunions de travail ou apparentées, donc normalement, pas de réunion avec le public. Donc moi, j'ai pris les dates, mais si on est toujours en loi d'urgence avec l'interdiction de pouvoir du public, nous, à Tournu, on annulera, on demandera le report. En plus, il y a du matériel hein, qui est amené par le PETR avec des lunettes de projection 3D. Moi, je vous déconseille d'accepter de faire ça pendant la période épidémique. Ça ne me paraît pas raisonnable du tout. Bon, maintenant, le PETR a choisi d'avancer. Par chance, si la loi d'urgence n'est pas reconduite à partir du 31 mars, et si la loi permet ce genre de rencontre, bon ben très bien, ils vont avancer, mais c'est quand même, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Hein. Moi, on l'a fait, hein, il y avait des élus de la petite commune, on l'a fait le test avec il y a eu une réunion SCOT. Moi, j'y suis pas allé, j'ai trouvé que c'était potentiellement risqué en termes de contamination. Voilà, il faut cependant, je pense, essayer d'avancer au plus vite, hein, aussi bien sur les aspects PLU que SCOT. Pour les communes qui sont repassées en RNU à compter du 1er janvier, je crois qu'ils se rendent compte que l'instruction n'est pas facilitée. Dernière chose, ouais, sur le PLU, la majorité des communes, je les ai rencontrées, on a bien travaillé. Il en reste encore, alors on a des rendez-vous qui sont annulés. Oui, je pense à toi, c'est ça aussi, il y a plusieurs rendez-vous qui sont annulés parce qu'ils étaient prévus début janvier, après le couvre-feu, on n'a pas su comment faire. Je peux venir à un conseil municipal, si vous avez des conseils municipaux de prévus, je peux venir en introduction d'un conseil municipal après 18h, parce que je sais que il y a des communes qui ne veulent pas réunir leur commission avant 18h, ce qui peut se comprendre, hein, si les gens travaillent, on peut faire ça. Le samedi matin aussi, éventuellement, samedi dernier j'étais chez vous, on peut faire le samedi matin. Voilà, il faut qu'on continue à avancer comme on peut, hein, donc n'hésitez pas à me proposer des dates. Hein. 28 février, faites bien toutes les remontées concernant les plans de zonage, le PADD s'il y a encore des remontées, et les règlements. Et puis en complément, je dois dire que donc sur les règlements, on a fait faire des dossiers tests à la fois par le FCADF, le service instructeur mutualisé à la petite commune, mais également notre service instructeur au Grand Chalon, avec 2 comptes rendus qui sont identiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos règlements ne sont pas du tout opérationnels. Ils sont trop sujets à interprétation. Il faut les revoir en profondeur. Donc ça va demander encore des mois de travail parce que aucun dossier test n'a pu être instruit sur la base des règlements en cours. Aucun. Voilà, oui, il y a encore du travail rédactionnel à faire. Hein, c'est un très gros travail. Comme j'entendais Bertrand parler de son éventuelle venue dans vos conseils municipaux, j'avais proposé, relayé par
Nelly de venir, si vous le souhaitez, dans vos conseils pour présenter la communauté de communes, hein, puisque bon, je crois qu'il y a quand même un déficit de communication, aussi bien dans nos conseils, bien sûr dans la population, qui sera un peu plus difficile à toucher dans les conseils, surtout maintenant que le public n'est pas autorisé. Mais enfin, je pense que si chacun met le relais d'information, ça sera un petit peu tache d'huile. Hein. Voilà, pour cette collectivité qui, lorsqu'on la vit, lorsqu'on exerce ces différentes compétences, on s'aperçoit que même si ça peut être perçu quelquefois comme ça, c'est pas juste une nouvelle feuille ou une feuille. Voilà. Elle a ses compétences et de toute façon serait à exercer à un autre niveau. Et je pense que pour certaines, l'intercommunalité est un bon niveau. Voilà. Donc Nelly vous renverra, vous pourrez communiquer aux dates de conseil. J'en ai déjà fait quelques-uns. Hein. Ça s'est bien passé. Voilà. Dernière chose, si quelqu'un veut bien se proposer maintenant ou dans les jours qui viennent pour accueillir le prochain conseil, le 11 mars. Voilà, puisqu'on cherche des salles de cette taille, c'est très bien, on tient bien tous, on a chaud, et on tient surtout en essayant de respecter les règles qui nous sont imposées. Voilà. Si quelqu'un a une salle, après-petit, non, hein. Xavier lève le doigt pour dire qu'il ne veut pas vous accueillir. Voilà, oui, Xavier nous avait déjà parlé, je crois, hein, donc une pelleteuse avant, à bon prix, s'il y a des communes intéressées, et reste en suspens, hein, la proposition d'une salle pour nous accueillir. Bien sûr. C'est pas facile en ce moment, chez nous, ça sera le plaisir qu'on vous recevra, mais le problème, c'est que maintenant, c'est la cantine, c'est la salle de conseil, c'est la salle des sports, et encore pour l'instant, non, c'est pas simple. On peut faire de l'économie. On revient virer, il a promis de voir. Je veux bien faire en ville, mais je suis pas sûre du chauffage. Je vais faire ça au printemps. Le 11 mars, c'est encore possible. On peut proposer le CELI au mois, mais en hiver, j'ose vraiment pas. Hein. Vous serez vraiment déçus, parce que là, il n'y a pas de chauffage. Jean-Pierre ? Merci, on peut dire TC. Je peux emmener à boire si vous voulez. Merci en tout cas. Quelqu'un de l'action verte à sa bouteille. La séance est levée. Merci. Bonne soirée et au prochain conseil. Oui, alors, dernière information, donc le conseil a été filmé puisqu'on ne peut pas recevoir du public. Il sera mis sur le site, l'enregistrement sera mis sur le site la semaine prochaine.